Bonjour à tous, me revoici pour quelques petites vidéos qui, je l'espère, vont vous aider à mieux comprendre et surtout réussir vos devoirs surveillés, examens partiels, etc. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Il y a un modèle qui revient assez souvent en physique, enfin tout au moins au début, la chute libre. Donc au voisinage de la Terre, on va se concentrer donc sur ce qui nous entoure. Et la principale question, c'est de savoir effectivement si cette modélisation de la chute libre est plausible dans la plupart des cas, et on va s'appuyer sur un exemple. Donc, on va s'appuyer sur un exemple pour montrer effectivement que, suivant les cas, celle-ci peut être totalement inadaptée. Alors, en termes de prérequis, vous avez besoin de connaître effectivement les vecteurs position, vitesse et accélération. Alors, en coordonnées cartésiennes, ça suffira amplement. Que le champ de pesanteur est uniforme au voisinage immédiat de la surface de la Terre. Alors, quand je dis immédiat, ça veut dire grossièrement dans les 32 premiers kilomètres d'altitude, on peut considérer que la valeur du champ d'attraction gravitationnelle varie de 1% à peine. Et si on suit une verticale, effectivement, donc le vecteur champ de pesanteur va garder la même direction. Mais si jamais on était dans une zone de l'espace qui avait, je sais pas, une centaine de kilomètres de côté, on pourrait considérer que le vecteur serait également uniforme. Donc il y a nécessité de connaître les lois de Newton, et en particulier la deuxième loi de Newton, qui s'applique, donc, comme vous le savez, dans un référentiel galiléen. C'est pour ça que sur le petit schéma que j'ai commencé à faire, vous avez ici de préciser qu'on va considérer que le référentiel terrestre est à peu près galiléen. Alors ceci dit, sur les durées de chute que nous allons considérer, effectivement, on pourra le considérer comme galiléen, et on ne fera pas beaucoup d'erreurs sur le point de chute que nous n'allons même pas d'ailleurs essayer de localiser. Alors, la chute libre a la particularité de considérer que l'objet qui est effectivement donc en chute est dans le vide. C'est-à-dire que déjà on voit qu'on a une approximation qui peut paraître assez grossière ici, surtout dans notre atmosphère terrestre. Considérer que c'est le vide, bon, on imagine bien que effectivement parfois ça pourrait être inadapté. Donc ne jamais oublier les hypothèses que l'on fait ou le degré de modélisation qui est fait avant d'en tirer des conclusions. Alors, j'ai considéré ici donc un point M qui se trouve au point M0 que j'ai noté donc à l'instant t égale 0. Donc en rouge ici, j'ai placé les conditions initiales. Donc le cas le plus simple, hein, OM0 est égal au vecteur nul, car j'ai choisi l'origine de l'axe vertical ici UZ orienté vers le bas à l'endroit où se trouve le point M à la date t égale 0. Et je considère que celui-ci donc est lâché, donc sans vitesse initiale. Donc c'est vraiment le cas le plus simple. À un instant t quelconque, le point M donc, aura parcouru donc une certaine distance. Ici sera la cote Z de t sur l'axe OZ. Et à cet instant-là, comme à tous les autres instants d'ailleurs, puisque le champ de pesanteur est considéré ici comme uniforme, il subira donc une force qui est celle de l'attraction gravitationnelle, qui sera modélisée ici par le poids, qui prendra une forme relativement simple, mg suivant uz, g étant le champ d'attraction gravitationnelle, donc le champ de pesanteur terrestre ici, m la masse de l'objet qui est en train de tomber. Donc on pourrait imaginer ici, donc tout de suite, hein, que ça peut être donc un parachutiste, alors un parachutiste un peu particulier, hein, qui sauterait d'un avion qui serait immobile, ce qui est un peu difficilement concevable, hein, parce que ici j'ai vecteur vitesse V0 qui est égal au vecteur nul, ou ça pourrait être d'un ballon stratosphérique, comme c'est déjà arrivé, qui monterait suivant la verticale et qui serait arrivé donc au sommet de sa trajectoire. Et à ce moment-là, on pourrait être donc au voisinage de ces conditions initiales. Alors regardons d'abord ce que l'on pourrait prévoir pour des cas effectivement donc concrets. Donc il y a une mise en équation à effectuer. La mise en équation, eh bien, il s'agit d'appliquer la deuxième loi de Newton. La masse étant ici constante, la deuxième loi de Newton va s'écrire très simplement, puisque la somme des forces d'interaction qui agissent sur l'objet de masse petit m ici sera réduite au poids. Donc on aura P qui sera égal à m fois le vecteur accélération de l'objet qui est en train de tomber. M est ici considérée comme étant constante. C'est ce qui risque de se passer pour un parachutiste par exemple. Et si donc on exprime le poids donc en fonction donc du vecteur unitaire uz et le vecteur accélération en fonction du vecteur unitaire uz, on va tomber assez rapidement sur g qui va être égal donc à z point point, étant la coordonnée du vecteur accélération sur l'axe OZ. Donc ça c'est la première relation dans la mise en équation. Donc on obtient cette équation. En termes de résolution, ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir l'équation horaire aussi bien pour la vitesse que pour la position, de façon à pouvoir en retirer certains renseignements. Donc si la vitesse, selon l'axe OZ, je la note z point, c'est-à-dire c'est la composante du vecteur vitesse suivant uz,
Donc z point de t, on voit bien que comme z point est égal à une constante, z point étant la primitive de z, on aura z point qui va être égal à g fois t, alors plus une constante que je vais noter C1, mais cette constante C1, ici on va pouvoir effectivement donc régler son compte, je vais le dire comme ceci, assez rapidement, puisque si on regarde à l'instant t égale 0, z point à l'instant t égale 0 est égal au vecteur vitesse v0, c'est égal à 0, ce qui veut donc dire que cette constante C1 sera effectivement nulle. Donc z point de t, donc la composante du vecteur vitesse sur l'axe z, sera proportionnelle au temps. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant. Une vitesse proportionnelle au temps, ça voudrait déjà dire quelque chose qui peut être assez inquiétant. Ça voudrait dire que si on était capable donc de sauter de très haut, alors faudrait-il encore que le champ de pesanteur terrestre puisse être considéré comme constant, ce qui ne serait pas le cas, mais on aurait des vitesses ici qui pourraient tendre finalement vers l'infini. Si t tendrait vers l'infini, la vitesse pourrait tendre vers l'infini. Donc on voit déjà qu'il y a une limite. Alors cette limite, forcément, on ne pourra pas l'atteindre ici, mais on voit que effectivement cette relation, il faut quand même s'en méfier, puisqu'on sait très bien que des objets ne vont pas dépasser la célérité de la lumière. Donc ici, z point ne pourrait pas tendre vers l'infini. Alors, faisons l'étape suivante, c'est-à-dire pour avoir la cote du point M à une date t quelconque. Donc z, c'est la primitive de z point. La primitive de g fois t, c'est g fois t carré sur 2. Plus évidemment une constante additionnelle, mais pareil pour cette constante additionnelle, C2, bien je vais utiliser les conditions initiales, et dans ces conditions initiales, j'ai choisi celle qui me semblait le plus simple, au M0, donc le vecteur position à l'instant t égale 0 est égal à 0, ce qui veut dire que Z à l'instant t égale 0 est égal à 0, ce qui veut dire que cette constante C2 est nulle. Donc nous avons des expressions assez simples en termes d'équation horaire, aussi bien pour la position que pour la vitesse. Alors, essayons d'interpréter un petit peu tout cela. Ce que l'on peut dire, par exemple, en termes d'interprétation, ici, on peut prendre un exemple, alors quelque chose d'assez plausible, on va prendre comme exemple au niveau de l'interprétation. Imaginons un parachutiste qui saute d'une altitude de départ. Donc l'altitude de départ, alors je vous rappelle, l'altitude, c'est la hauteur par rapport au niveau moyen des océans. Donc l'altitude de départ qui serait donc, alors quand même, on va prendre assez haut, 4500 mètres, mais souvent c'est effectivement autour des 4000 mètres. Et puis l'altitude à laquelle il ouvre son parachute, je vais marquer altitude d'ouverture du parachute. Pour les personnes qui sont aguerries, entraînées, etc., ça peut être aux alentours de 800 mètres. Il vaut mieux éviter de ne pas l'ouvrir trop bas quand même. On va avoir donc ici donc une différence donc d'altitude de 3700 mètres, ce qui voudrait dire que ici sur le schéma, si je pars de 0, je vais m'intéresser à ce qui se passe donc 3700 mètres plus bas. Donc ça voudrait dire que par rapport au schéma, je vais regarder pour z de t égale à 3700 mètres, ce qu'on pourrait appeler donc la chute libre, avant qu'il n'ouvre son parachute, puisque quand il va ouvrir son parachute, on comprend bien que l'air qui est au voisinage, qui l'entoure, va avoir une action très importante. Alors imaginons un petit peu qu'ici on va chercher à calculer la vitesse que le parachutiste va atteindre juste avant l'ouverture du parachute. Donc on aurait z de t qui serait égal à 3700 mètres au moment de l'ouverture du parachute. Alors je vais noter ce moment-là. Ici je vais mettre un indice OUV pour ici donc la date t, ouverture du parachute. Alors si z de t donc est égal à 3700 mètres, je vais essayer de calculer la vitesse. Alors si je calcule la vitesse ici, connaissant z de t, il voit que la date t à laquelle effectivement il va ouvrir son parachute, c'est soit je la calcule, soit j'essaye de faire avec ces deux relations, là, la première notamment et la deuxième, ces deux équations horaires, je vais exprimer plutôt donc z de t en fonction de z de t, enfin z point de t pardon en fonction de z de t. Alors il suffit simplement que j'exprime dans la première, j'en déduis que la date t sera égale à z point sur g, que j'injecte dans la deuxième équation, ce qui va me donner donc z, qui sera donc égal ici donc à g fois donc t carré, c'est-à-dire z point carré, sur 2 fois g carré. Autrement dit, ça revient à dire que z ici est égal donc à z point carré sur 2 fois g. Ou encore, si on cherche la vitesse,
que z point, donc la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe z, qui ici va correspondre à la norme de la vitesse grâce à l'orientation de l'axe z, z point qui sera ici égal à racine carrée de 2g fois z dans le cas que je viens d'exprimer. Alors, si on se sert de cette équation, donc là on voit que l'on connaît tout, hein, G, l'intensité du champ de pesanteur, bon, on va prendre à peu près 10 mètres par seconde au carré, hein, c'est bon, 9,8, enfin ça dépendra du lieu où on est, on peut arrondir à 10 ici, donc 3700 mètres fois 10, donc ça fait 37 000, fois 2 ça fait 74 000, donc pour la vitesse, z point, ici, donc on va voir z point qui va être égal à, enfin à peu près égal, puisque j'ai pris une valeur de G effectivement arrondie, à peu près égal donc à la racine carrée de 7,4 10 puissance 4, et donc ceci, ça veut donc dire que cette vitesse, donc racine carrée de 7,4 fois 10 puissance 2, on va voir quelque chose dans les alentours des, alors sans me tromper beaucoup, je pense, ça doit être 270 mètres par seconde. Alors, 270 mètres par seconde, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de repère, nous, pour les vitesses. Pour la passer donc en kilomètres par heure, on va multiplier ça par 3,6. Bon, ben, on voit approximativement ici que z point sera alors de l'ordre de un peu inférieur, hein, mais un peu inférieur à 1000, donc à 10 puissance 3, ici donc kilomètres par heure. Voilà, donc un parachutiste ordinaire, d'après ce modèle, pourrait atteindre des vitesses de l'ordre de 1000 km par heure, enfin pas loin, entre 900 et 1000 km par heure. Or, on sait très bien, et ça tout le monde le sait, en tout cas ceux qui font du saut en parachute le savent très bien, que suivant la position qu'ils vont prendre lors de la chute, eh bien la vitesse qu'ils vont atteindre va être comprise entre 200 et 300 km heure. On imagine bien donc 200 si on saute à plat, et aux alentours de 300 si on saute en piqué. Conséquence ici, donc résumé de la chose, on prévoit par la théorie des vitesses de l'ordre de 1000 km par heure, et en pratique, on se rend compte que les vitesses sont plutôt de l'ordre de 200 à 300 km par heure. Ce qui signifie bien que cette modélisation qui ne tient pas compte de la présence de l'air, eh bien, est quand même totalement ici donc inadaptée, ce qui répond donc à l'objectif, à montrer que ce modèle peut être totalement inadapté. Il me semble que c'est bien le cas, puisqu'on trouve des vitesses 3-4 fois supérieures à ce que l'on pourrait relever en pratique. Donc voilà pour cette petite vidéo donc, de rappel sur donc, la chute